Dockside, l'adresse la plus convoitée en face du port de Charleston, en Caroline du Sud. 19 étages en béton, avec l'océan Atlantique d'un côté et de l'autre les toits historiques de la ville. 112 condominiums avec des vues décrites dans les brochures des années 1970 comme impossibles à remplacer. Des unités vendues à 500 000 $ et, pour certaines, bien davantage, achetées par des personnes qui avaient mis des décennies de côté pour ce départ à la retraite face à l'eau. Mais il y avait un petit détail qui ne figurait pas dans la brochure. Le 26 février 2025, les résidents ont reçu une notification. Ils disposaient jusqu'à 17 h le 28 pour emporter ce qu'ils pouvaient transporter. Sans meubles, sans temps pour s'organiser. Plus de 200 personnes avec un délai d'1 jour et demi pour quitter leur logement. Dockside a été construit avec le système structurel le plus propre et le plus efficace disponible dans les années 1970. Des dalles en béton, des colonnes en acier armé, exécutées par des entrepreneurs qui, à l'époque, considéraient le projet comme un modèle à suivre. Les plans respectaient les codes en vigueur. Les matériaux étaient les bons. Les constructeurs ont livré exactement ce qui avait été promis. Et pourtant, 50 ans plus tard, une étude d'ingénierie structurelle décrivait la scène de défaillance avec un seul mot: implosion progressive. Charleston repose sur une plaine côtière sédimentaire à la confluence de deux rivières, l'Ashley et la Cooper, où elle débouche directement sur l'Atlantique. En dessous, il n'y a pas de roche-mer fiable à faible profondeur. Il existe un gâteau en couche que le discours immobilier ne mentionne jamais. Sable fin, limon organique, argile marine compressible et, près de l'eau, des poches de matériaux organiques qui réagissent différemment à chaque variation d'humidité et à chaque cycle de marée. Quand on place le poids équivalent à 19 étages de béton sur ce substrat, le sol ne cède pas uniformément. Il se consolide de façon différentielle. Une zone se comprime plus vite que celle située à 1 mètre. Le processus se déroule pendant des décennies, millimètre par millimètre, sans que personne à l'intérieur du bâtiment ne le perçoive. L'environnement marin ajoute une variable que les modèles géotechniques des années 1970 intégraient avec des marges aujourd'hui jugées optimistes. L'eau salée pénètre le béton. Elle oxyde l'acier. Elle affaiblit les liaisons exactement là où la résistance est la plus nécessaire, au point de contact entre la colonne et la dalle, là où se joue tout ce qui se trouve au-dessus. Deux structures élevées dans la même zone de Charleston peuvent se dégrader à des rythmes totalement différents, selon la couche de sol précise qui porte chaque colonne. Les modèles travaillent avec une incertitude considérable. Quand cette incertitude s'accumule pendant 50 ans au sein d'un système structurel dont le point faible est invisible de l'extérieur, l'écart entre stable et catastrophique se resserre, au point qu'aucun résident ne pourrait le détecter en regardant par sa fenêtre sur le port. Dans les décennies qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, les villes côtières de la côte est des États-Unis ont remplacé leurs quartiers de maisons basses par des tours résidentielles construites avec le système des dalles plates. C'était économique. C'était rapide. À une époque de croissance urbaine accélérée, ces deux qualités pesaient plus lourd que toute interrogation sur ce qui se produirait 4 ou 5 décennies plus tard. Charleston a suivi cette logique. Dockside s'est élevé à la fin des années 1970 comme la tour résidentielle la plus haute de la ville. C'était aussi l'une des dernières grandes tours construites avant que Charleston ne impose des limites de hauteur. Cela en faisait une sorte de relique au milieu de l'horizon urbain. Une enquête menée après l'évacuation, reconstituée à partir de milliers de pages de documents obtenus sur demande, a établi que les signaux d'alerte ne sont pas arrivés d'un coup en 2025. Ils s'accumulaient depuis bien avant. En 2015, les ingénieurs chargés d'intervenir sur les balcons ont découvert que l'acier de renfort avait été placé au mauvais endroit pendant la construction initiale. Les équipes ont dû ajouter des supports sous les balcons uniquement pour atteindre les standards minimaux de sécurité en vigueur. Une erreur de départ, enregistrée, documentée et classée. L'alerte existait. Le bâtiment restait habité. 7 ans plus tard, en 2022, lors de la rénovation d'un appartement privé, un entrepreneur a ouvert un mur et a trouvé quelque chose de plus grave. En 2022, l'Association des propriétaires de Dockside a mandaté une entreprise d'ingénierie structurelle pour étudier la défaillance au niveau de la liaison colonne-dalle que l'entrepreneur avait découverte par accident. L'objectif consistait à déterminer l'ampleur réelle du problème avant de décider toute intervention.
L'obstacle est apparu immédiatement. Pour examiner les liaisons structurelles entre dalles et colonnes, il fallait ouvrir des murs, retirer des revêtements, détruire des portions des logements eux-mêmes, là où l'on cherchait justement à protéger l'habitant. Beaucoup de propriétaires ont refusé. L'entreprise a fini avec accès à environ 16% de la structure totale du bâtiment. Avec cette vision partielle, le rapport devenait déjà inquiétant. Les problèmes identifiés ne venaient pas de décennies d'exposition marine ni de la dégradation naturelle des matériaux. Ils provenaient de la façon dont le bâtiment avait été construit dès le premier jour. L'entreprise a recommandé un étaiement temporaire. La ville a permis aux résidents de rester. Ces conclusions ont été archivées. Au début de 2025, une seconde entreprise d'ingénierie, mandatée pour une évaluation complète et sans restriction d'accès, a terminé le travail. Son rapport du 25 février est arrivé avec une conclusion sans nuance. Le bâtiment n'était plus sûr pour être habité. Le mécanisme qu'ils ont décrit a un nom technique, le poinçonnement. Dans un système de dalles plates, chaque colonne est reliée directement à la dalle de béton, sans poutres intermédiaires pour répartir la charge. Quand la pression à ce point de contact dépasse la résistance du béton, la colonne perce la dalle. La dalle tombe sur l'élément inférieur. Le poids combiné surchargera la liaison suivante. Puis, l'effondrement progresse, étage par étage, sans qu'il y ait quelque chose pour l'arrêter. Ils ont découvert que les 19 étages de Dockside fonctionnaient avec une charge résidentielle tout à fait normale, à la limite de leur capacité de poinçonnement. Pas seulement dans une zone compromise, sur l'ensemble du bâtiment. Et pour les zones auxquelles la seconde équipe n'avait pas non plus accès, ils ont averti qu'elles étaient probablement dans le même état. Les ingénieurs ont employé un mot pour décrire la scène documentée, implosion progressive. Éloignons le zoom sur cette unique tour. Dockside cesse d'être une anomalie dès qu'on élargit le cadre. L'ingénieur structurel Thomas Strobel a analysé l'affaire publiquement et l'a décrite avec un seul terme, une épidémie. Des milliers de bâtiments aux États-Unis partagent le même système de dalles plates et le même point faible dans la liaison colonne-dalle. La plupart ont été construits entre les années 60 et les années 90, quand ce design était populaire et que les réglementations n'avaient pas encore intégré les standards nécessaires pour assurer la sécurité à long terme. Beaucoup ont été conçus avec des défauts, y compris selon les critères de leur propre époque. Le poinçonnement n'offre pas de signaux graduels ni de symptômes bruyants. La liaison tient jusqu'au moment exact où elle ne tient plus. Si ce type d'analyse, les défaillances structurelles qui n'apparaissent pas dans les gros titres, tant qu'il n'est déjà plus temps, vous paraît mériter votre attention, abonnez-vous. Cette chaîne examine un méga-projet américain à la fois. En juin 2021, le Champlain Tower South à Surfside, en Floride, s'est effondré pendant que ses résidents dormaient. 98 morts. L'un des pires effondrements structurels d'immeubles résidentiels de l'histoire américaine. La réponse législative en Floride a été la loi sur la sécurité des bâtiments de 2022. Elle a introduit des inspections structurelles obligatoires et a imposé la création de fonds de réserve pour l'entretien. Pour les bâtiments situés à moins de 3000 de la côte, la première inspection structurelle obligatoire doit être réalisée une fois les 25 ans de construction atteints. Dockside est en Caroline du Sud. En 2025, la Caroline du Sud n'avait aucune loi équivalente obligeant à des inspections structurelles périodiques pour des bâtiments de cette ancienneté. La défaillance au niveau des liaisons colonnes-dalles a été détectée en 2022. Le rapport a été archivé. Aucune réglementation de l'État n'exigeait des réexamens supplémentaires ni ne prévoyait de délai pour informer clairement les résidents. Les données existaient, la loi ne forçait pas à agir dessus. La zone grise touchait aussi les acheteurs. La législation de divulgation en Caroline du Sud exige de révéler les problèmes connus et visibles au moment de la vente. Les rapports de structurels de 2022 étaient en possession de l'Association des propriétaires. Si quelqu'un a acheté une unité entre 2022 et 2025 sans que ces documents soient rementionnés, la question juridique a été formulée directement. S'agit-il d'une omission délibérée, d'une information matérielle? Il n'existe pas de précédent pleinement établi sur la manière dont des rapports d'ingénierie archivés en interne déclencheraient des obligations de divulgation envers l'acheteur. Mais un vendeur qui connaît un défaut structurel documenté et le minimise face à une personne qui achète reste exposé à des recours pour fraude, qu'il existe ou non des précédents précis. Les données n'ont pas besoin d'être inscrites dans une loi pour finir devant un tribunal. Plusieurs résidents de Dockside ont appris le contenu de ces rapports via la presse locale.
par des journalistes qui ont obtenu les documents sur demande, pas par l'administration du bâtiment, qui les avait archivés depuis 3 ans. Pour être clair, les ingénieurs qui ont travaillé sur Dockside entre 2015 et 2022 n'écrivaient pas des rapports destinés à annoncer un scénario apocalyptique, ni n'avaient intérêt à créer un spectacle. Ce qu'ils ont trouvé à chaque étape était sérieux, mais présenté en fragments, répartis sur des zones distinctes du bâtiment, dans un processus technique long, inconfortable et très peu cinématographique. En 2015, lors de la grande campagne de réparation des balcons et de la façade, l'attention était tournée vers la corrosion. Béton qui s'écaillait, acier affecté par des années d'air salin, éléments extérieurs nécessitant une intervention urgente pour conserver leur fonction. Au milieu de ce travail a surgi un élément plus inquiétant. Le renfort de plusieurs balcons n'était pas placé là où il aurait dû être. Il avait été positionné de façon incorrecte dès l'origine de la construction. Cela a conduit les équipes à ajouter des supports supplémentaires sous les balcons. C'était une mauvaise indication. Seule cette information ne suffisait pas à provoquer à elle seule l'évacuation immédiate d'une tour de 19 étages. En même temps, ce n'était pas un détail qu'on pouvait traiter comme une simple imperfection d'exécution. Une erreur de ce type installe une interrogation dans la tête de tout propriétaire d'immeuble ancien. Si l'élément visible a été mal fait, qu'est-ce qui se passe dans les parties invisibles, dans les liaisons cachées, dans les nœuds structuraux enfouis depuis des décennies à l'intérieur du béton? Cette question a mis des années avant d'obtenir une réponse concrète. Elle est arrivée en 2022, par accident, au cours de la rénovation d'un appartement privé. Un entrepreneur a ouvert une zone d'exécution de routine et a découvert une défaillance critique dans la jonction entre une colonne verticale et la dalle de béton qui devait la soutenir. À partir de là, l'échelle du problème a changé. Un balcon endommagé est grave. Une liaison colonne-dalle défectueuse touche le cœur même du système structurel. L'association des propriétaires a alors commandé une investigation plus approfondie. Sur le papier, c'était une démarche correcte. Dans la pratique, elle s'est heurtée à un plafond très humain et très prévisible. Pour examiner une tour de ce type, en vérité, il faut ouvrir le bâtiment à plusieurs endroits. Il faut intervenir à l'intérieur des logements, retirer des finitions, ouvrir des cloisons, enlever des parties de plafond, envahir l'espace privé des résidents et exposer ce que chacun avait payé pour garder intact, propre et habitable. Beaucoup de propriétaires se sont opposés à cette approche, certains pour une question de coût, d'autres par peur, d'autres encore parce que personne ne souhaite autoriser la démolition partielle de son logement pour confirmer une hypothèse qui, à ce stade, reste abstraite. Le résultat était décisif. La première entreprise n'a pu accéder qu'à 16% de la structure, assez pour détecter un problème, pas assez pour en mesurer l'étendue. Les ingénieurs ont recommandé un étaiement temporaire, reconnu la gravité, mais n'ont pas déclaré le bâtiment inhabitable. Charleston a autorisé les résidents à rester. Dockside a vécu dans cet intervalle pendant des années. Aucune rupture visible, aucun rapport final, seulement une chaîne d'indices qui exigeait plus d'accès, plus de clarté, plus de rapidité. En 2025, une seconde entreprise est entrée sans restriction. Son rapport du 25 février était sans ambiguïté. Le bâtiment n'était plus sûr. La mise en garde était devenue ordre d'évacuation. La réparation a été estimée à 150 et 1 million de dollars, plus d'1 million par propriétaire. L'assurance collective a rejeté toutes les réclamations. Les défauts structuraux d'origine n'étaient pas couverts. Le poinçonnement ne prévient pas. Si vous voulez savoir quels méga-projets américains échouent en silence avant de faire la une, abonnez-vous et activez la cloche. Cette chaîne examine un méga-projet à la fois, un à un, de l'intérieur.